Je me désinfecte les mains. Je me désinfecte les mains. Bonsoir, madame, monsieur. Bienvenue sur le plateau Equinoxsoir. Votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Selon les derniers chiffres sur la pandémie qui commande le monde, on va le dire comme ça, depuis quelques semaines, plus de 33 milliards d'individus se sentent concernés et ce, dans 80 pays. L'Italie, à l'heure actuelle, est le pays qui paye le plus lourd tribut avec plus de 11 000 décès, suivi de près par l'Espagne, nous sommes bien en Europe, l'Espagne et la France. En Afrique, si certains pays ont mis en place des mesures draconiennes pour stopper la propagation du virus, le Cameroun, avec ses 13 mesures, continue d'enregistrer un nombre croissant de testés positifs, 142, alors que nous sommes là en attendant la sortie du ministre de la Santé publique, et de nombreux morts, 6 aujourd'hui et une dizaine de personnes guéries. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Nofele, 8 ans après. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Madame, Monsieur, tout de suite, c'est le fait du jour. De 19, ces chiffres qui inquiètent. Pour en parler, je suis en plateau à Douala avec le docteur Siméon Kuissu. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Otto, et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinoxsoir. Voilà, bienvenue. Vous êtes docteur en médecine de la faculté de médecine de Strasbourg. Nous sommes à l'est de la France, c'est bien cela? C'est ça même. Vous êtes le premier pneumologue, spécialiste des maladies respiratoires. Pneumologue camerounais, voilà, ancien plasticien hospitalier, chef des services du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil, dans le Pas-de-Calais, c'est bien cela? C'est ça, c'est exact. Tabacologue, diplômé de la faculté de médecine de Kremlin-Bicêtre à Paris, c'est bien cela? Actuellement, vous êtes praticien hospitalo-universitaire à l'UDM, Université de Montreuil. C'est exact. Voilà, bienvenue, nous allons donc tout de suite à Reims. Nous sommes dans Champagne-Ardenne, en France, où nous attend le docteur Kameni Hilaire. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Serge Alain. Voilà, bienvenue. Nous sommes à Douala, vous êtes en France. Vous êtes anesthésiste réanimateur à la polyclinique Reims-Bézanne. C'est bien cela? Exactement. Exactement. Je suis médecin anesthésiste à la polyclinique de Reims à Bézanne. Voilà. Dites-moi, vous êtes anesthésiste. Vous dites que c'est la phase la plus, on va dire, compliquée de cette épidémie. C'est-à-dire quand les patients arrivent chez vous. Décrivez-nous un peu. Oui, en fait, vous savez, dans quel état ils arrivent? Oui, en fait, vous savez, nous, les anesthésistes, on est habitués à rencontrer les cas les plus graves. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a parlé de ce coronavirus. On a parlé des patients qui sont infectés. On a parlé des morts. Mais personne ne se pose la question de savoir comment est-ce qu'ils sont morts, pourquoi ils meurent, ces patients. Donc nous, on a la possibilité de rencontrer ces patients qui sont dans une phase critique et on est obligé de les prendre en charge à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je voulais apporter mon appui, c'est-à-dire ma contribution pour faire comprendre aux Camerounais, à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, que c'est une maladie grave. Ce n'est pas qu'un simple rhume. Ça peut devenir très très grave et porter jusqu'à la mort. C'est pour ça que nous sommes habitués tout le temps, à prendre en charge ces patients. Voilà, docteur, vous avez suivi, anesthésiste et réanimateur, ils sont chargés de prendre en charge, on va le dire comme ça, certains patients qui arrivent dans un état plus ou moins critique, mais ils doivent faire leur travail. Vous, en tant que pneumologue, quelle peut être votre contribution? Parce qu'on sait que c'est une maladie qui attaque les poumons respiratoires, on va le dire. Je pense que le rôle du pneumologue dans cette affaire, c'est essentiellement d'établir un diagnostic de certitude, d'établir que le poumon est atteint, à quel niveau d'atteinte on se trouve et comment il peut être soigné à ce stade-là. Oui. Voilà, mais comment donc comprendre qu'il y ait autant de morts?
Ça veut dire que les malades arrivent à un stade où vous ne pouvez plus rien, pour les pneumologues? Oui, l'atteinte pulmonaire, c'est l'atteinte la plus sévère dans cette maladie. Et les patients qui arrivent en réanimation, ce sont des gens dont les poumons sont déjà au stade de fibrose pratiquement, dont ils ne peuvent plus faire passer l'oxygène du sang, des poumons vers le sang. Donc l'organisme manque d'oxygène à ce moment-là. Et c'est souvent la raison pour laquelle ces patients vont mourir. Mais connaissant nos plateaux techniques, parce que depuis un certain temps, on parle du manque d'appareils pour respiratoire. Sur Ça veut l'ensemble, dire que quand on atteint ce stade, on est condamné à mort, c'est ça? je ne saurais pas dire ça. Sur l'ensemble du territoire, je ne peux pas dire si les gens sont, si les hôpitaux sont bien équipés ou pas. Mais là où je travaille, l'état actuel du plateau technique en termes de ces machines-là. là où je travaille, on n'a pas ces machines. Vous n'avez pas ces Pour être machines? simple, oui, on ne peut Donc pas. si vous avez un cas à Banganté, qu'est-ce que vous faites? On va le transférer à Yaoundé ou à Douala. Avec une assistance, avec une ambulance médicalisée. Oui. Voilà, c'est ça la réalité. Et ça coûte quand même, non? Ah, ça coûte cher, c'est sûr. Et ceux qui n'ont pas ces moyens-là? Monsieur Outou, je suis désolé, mais je ne sais pas ce qu'on fera. Hein. Ça, je pense que c'est une question, c'est pas aux médecins qu'il faut poser cette question. Hein. C'est aux gens qui ont la charge d'équiper les hôpitaux, de former des compétences médicales. Parce que ce n'est pas seulement une question d'appareil, hein. Oui. C'est aussi une question de compétences médicales. Parce que si on me donne à moi, aujourd'hui, là où je suis, un appareil de respiration artificielle, je serais bien content, mais je n'ai pas l'habitude de le manipuler. Vous voyez, donc je ne pourrais pas être très utile aux patients. Ok. Nous allons donc prendre la direction de Miami, où nous attend Perrin Smith Noussi. Bonsoir Perrin. Bonsoir, Serge. Voilà, vous êtes le président de l'association des Camerounais de Floride du Sud, CASF Miami. Vous êtes policier fédéral. Oui, exactement. Voilà, vous nous intéressez dans ce sens où vous êtes actuellement suivi, vous êtes un patient, hein, vous avez été contaminé au Covid-19, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Dites-moi, Perrin, comment tout ça a commencé? Vous m'avez parlé du 18 mars, le jour où le Cameroun, le Premier ministre chef du gouvernement, nous faisait comprendre que le gouvernement avait pris 13 mesures. Vous, c'est ce jour-là que on vous a dit que vous étiez contaminé au Covid-19. Comment tout ça a commencé? Dites-nous, Perrin. Oui, exactement. J'ai commencé à exhiber les symptômes. C'était le mercredi 18 mars. Parce que comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je travaille à la police fédérale, donc je suis régulièrement en contact avec le public général, le public en général. Donc j'ai l'impression d'avoir contracté la maladie la veille, parce que j'ai été en contact avec des personnes qui présentaient des signes, mais que je n'ai pas directement, dans le cadre de mon travail, j'ai pas trop prêté attention parce que j'étais concentré sur autre chose. Donc quand je suis rentré chez moi le mardi, qui était le 17, non, le mercredi matin, donc le 18, je me suis endormi, j'avais pas de problème. Je me suis réveillé vers 16 h, j'ai ressenti une bouffée de froid. Je me suis dit que c'était pas grave, donc j'ai pris quelques médicaments pour les maux de tête. Je savais que bon, de toute façon, ça va aller. Et puis, je ressentais aussi les maux de tête. Donc, après, vers 18 h, je ressentais le froid qui s'aggravait, les maux de tête qui devenaient très violents. J'avais comme la gorge qui démangeait, donc un peu comme un début de grippe. Et directement, j'ai demandé à mon épouse, vers 19 h, de m'amener aux urgences. Quand nous sommes arrivés aux urgences ici, pas loin de la maison, j'ai constaté que les hôpitaux avaient mis en place des structures, par exemple des tentes géantes à l'extérieur des hôpitaux. Donc maintenant, on ne vous admet plus, on n'admet pas que vous entrez dans l'hôpital tant qu'on n'a pas diagnostiqué exactement de quoi vous souffrez, de peur de contaminer les autres. Donc quand vous arrivez à l'hôpital, quand je suis arrivé aux urgences, première des choses, ils m'ont tendu un masque comme celui-ci, un cache-nez, donc que j'ai directement mis sur le visage. On m'a demandé de désinfecter les mains. Et puis après, on m'a donné des gants plastiques de portée. Et puis je me suis mis sur la ligne pour aller dans la tente. Donc quand je suis arrivé à l'intérieur de la tente, il y avait différentes stations. On a pris ma température qui était très élevée. Et puis on a constaté, je leur ai expliqué les symptômes.
Ils m'ont envoyé dans un deuxième. Une minute, très élevée. La température très élevée, c'est-à-dire je ne sais pas comment dire ça en Celsius, mais c'était 100.2. 100.2, je passe en Fahrenheit. Combien 100 degrés Fahrenheit. Oui, combien de degrés? On veut comprendre. Ici, ça fait peut-être 38,5, 39. 38,5, 39, selon le docteur Cuisson. Par là, voilà. Allez-y donc. Quelque chose comme ça. Donc après, on m'a envoyé dans une deuxième station. Et là aussi, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la même situation, qui grelottaient, qui avaient froid, qui avaient de la fièvre, qui avaient aussi le cache-nez. Quand je suis arrivé à une station, on fait venir par exemple une machine qu'on déplace pour faire par exemple le X-ray, comment tu dis, la radio de l'appareil du cœur, du poumon, pour voir si c'est aggravé. Et là, comme je n'avais pas de troubles respiratoires, ils m'ont dit, vous avez les symptômes, on a l'impression que vous avez le Covid-19, mais on n'a pas de test kit, on m'a pas fait le test du Covid. Il n'y avait pas de test kit parce qu'apparemment il y a pénurie dans beaucoup d'hôpitaux et on ne teste que les gens qui sont déjà presque agonisants. J'ai vu par exemple il y avait des gens qu'on envoyait qui avaient par exemple des difficultés à respirer, qu'on faisait passer devant moi et qu'on envoyait directement par exemple à l'intérieur, et c'est là-bas qu'on faisait, à l'intérieur de l'hôpital lui-même, et c'est à l'intérieur qu'on faisait les tests. Donc moi on m'a fait rentrer, mais on m'a dit pour rester à la maison pour 14 jours et pour le confinement, mais sans test. Donc le matin, comme je suis vétéran de l'armée américaine, je suis en fait suivi par l'hôpital militaire qui est à 1 heure de chez moi. Donc le lendemain, jeudi, tôt le matin, mon ami qui était à la maison en ce moment m'a conduit à l'hôpital militaire de West Palm Beach. Et arrivé là-bas aussi, ils m'ont directement admis aux urgences parce qu'à l'entrée de l'hôpital militaire aussi, ils avaient établi tout un dispositif. On vous prend la température au portail. Ma température étant élevée, on m'a envoyé directement aux urgences. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a mis dans une salle pour m'isoler. Voilà. Et c'est dans la salle qu'on a refait maintenant le test du Covid lui-même. Donc j'ai passé toute la journée dans la salle isolée là-bas, d'isoloir aux urgences. Et puis dans la soirée, ils m'ont dit, vous rentrez et vous éloignez complètement de la famille. Donc vous allez vous confiner. Moi, on ne m'a pas gardé aux urgences parce que je n'avais pas de troubles respiratoires. On avait besoin que je libère on libère les chambres en fait pour ceux qui sont déjà mourants ou bien qui nécessitent directement de l'appareil respiratoire. Donc je n'en avais pas besoin parce que je ne présentais pas les signes qui montraient que j'avais besoin de ça. Donc on m'a demandé de rentrer. Je suis rentré chez moi depuis jeudi, ça c'était jeudi. Dans la soirée, on m'a demandé de rentrer. Je me suis enfermé j'ai pris un côté de ma maison. Je me suis complètement enfermé. Donc j'ai pas vu ma famille depuis ce jeudi-là. On se parle par téléphone. Ma femme dépose la nourriture à la porte et puis elle redescend. Et puis c'est comme ça. Donc c'est comme ça en fait chez moi que la maladie s'est manifestée. 4 jours après, lundi, ils m'ont appelé pour me dire justement que le Covid était positif et qu'il fallait que je continue. Et ils m'ont donné un tas de médicaments, des antibiotiques. Donc c'est ça que je prends et on m'a demandé de prendre ça pendant 14 jours. Et si après les 14 jours, je ressens toujours les symptômes de la maladie, fièvre, mal de tête et tout ça, de les appeler. Ils vont m'envoyer les médicaments à la maison, je vais me reconfiner pendant encore 14 jours. Mais dans le cas contraire, si je n'ai pas les signes de la maladie, de prendre un rendez-vous. Cette fois-là, ce sera sur rendez-vous, de prendre un rendez-vous, de repartir à l'hôpital militaire, de se faire retester. Et si c'est négatif, je serai enfin libre de retrouver ma famille, mes amis et mon travail. Voilà, Perrin, vous parlez des médicaments. Il s'agit de quels médicaments? Ils m'ont donné du Tylenol 1000 mg, ils m'ont donné des amoxicillines, ils m'ont donné du Tamiflu et ils m'ont donné Adoxa. Donc ça, c'est les 4 médicaments qui m'ont prescrit. Merci, Perrin. Docteur Cussu, ce protocole-là, ça peut marcher partout, même ici? Non, je pense qu'ils ont fait un traitement compassionnel. C'est-à-dire qu'ils ont un malade devant eux, ils ne savent pas exactement quoi lui donner, ils ont donné ce qu'ils peuvent donner. Le Tylenol, c'est le paracétamol, et le Tamiflu, c'est un médicament qu'on a donné quand il y avait la menace de grippe aviaire. Oui. Donc ils se sont dit, c'est un antiviral, peut-être ça peut marcher dans son cas. C'est un traitement peut-être ça pourrait marcher dans son cas. Oui. C'est-à-dire, ils sont dans le doute. Hein. Je comprends la situation des médecins. Ils n'ont pas de médicaments. Ils savent que le Tamiflu était efficace contre la grippe aviaire qui a menacé le monde il y a quelques années. Oui. Donc, ils se sont dit, on va l'essayer dans cette maladie qui est aussi due à un virus.
C'est comme ça que je comprends leur comportement. Quand un antibiothérapie qu'on l'a donné, ça n'a aucun intérêt. Ok. Isolé tout ça. Oui, et docteur, vous avez établi un circuit de contamination. On sait que depuis, il y a ce vol-là du 17 mars. Le ministre de la Santé publique a fait 2 sorties déjà pour inviter les passagers à se rendre auprès des services pour que ces personnes-là soient testées. Mais rien ne fonctionne jusque-là, sauf quelques-uns ont pu se présenter. Mais on constate quand même qu'il y a déjà des gens au Cameroun. Ça veut dire que la contamination est en train. Ces personnes-là, peut-être qu'ils ne se sont pas rendus pour ces tests-là, sont avec nous dans la société et la contamination poursuit son bonhomme de chemin. C'est exact. Et vous avez établi un circuit. Je n'ai pas établi, j'ai fait un petit schéma pour expliquer, c'est pas moi qui l'ai établi, ce sont les savants qui ont fait la recherche épidémiologique, qui ont établi ces circuits-là. Je peux vous l'expliquer, j'ai pas le... oui, allez-y. J'ai pas le dessin pour vous montrer, j'ai pas pu le faire comme je voulais le faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le coronavirus 19, c'est un virus. Et un virus, ça vit dans une cellule vivante, chez l'animal ou chez l'homme. Oui. Donc, on ne peut pas être contaminé autrement qu'à partir d'un homme qui est malade, d'une personne qui est malade. Bon. Ce malade-là, il va tousser. Il va éternuer. Et quand vous toussez, vous éternuez, il y a des gouttelettes salivaires invisibles que vous lancez dans l'air. Et ces gouttelettes, pour celles qui sont plus grosses, vont se déposer sur toutes les surfaces qu'il y a devant vous. Oui. Là, je parle maintenant, si j'avais cette maladie, votre table serait pleine de virus, là maintenant. Oui. Et toutes les surfaces, les tables, les bancs, les chairs, les verres, les assiettes, tout ce qui est devant le tousseur malade. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, quelqu'un qui passe, qui va toucher la surface, il prend le virus dans sa main. C'est invisible, donc il ne le voit pas, il ne sait pas. Ce virus peut rester des heures, parfois des jours. Chez certains virus, il paraît que ça reste même jusqu'à 8 jours. Donc ça veut dire que pendant quelques jours, toute personne qui touche la surface sur laquelle la personne a toussé va prendre des virus. Et ensuite, il lui suffira de faire le geste que nous faisons tous automatiquement sans faire exprès, de toucher sa figure, sa bouche, son nez, ses yeux. Et hop, c'est parti. Okay. Le virus va se multiplier dans la gorge, il va descendre tranquillement dans les poumons et provoquer la maladie. Bon. Par la suite, il va recommencer. C'est un cercle fermé, c'est un cercle, comment on appelle ça, un cercle vicieux. Oui. Donc il va être malade, il va tousser lui aussi. Et donc, une personne peut contaminer 10, 20, 30, 100 personnes. Parce que tous ceux qui touchent la surface sur laquelle vous avez toussé vont attraper la maladie. C'est ça la gravité. C'est ce qui explique l'évolution exponentielle de cette maladie. Si j'ai la grippe simple, la grippe ordinaire, je tousse devant vous, monsieur Otou. Je vous contamine. Mais vous seul. Okay. Si vous êtes 2, 3 devant moi, je contamine, 2 ou 3 sont devant moi. Mais quand j'ai le Covid-19, je tousse sur une surface, je contamine 10, 20, 30, 40, 100 personnes ou plus. Okay. C'est pour ça que ça évolue si vite. Ok. Voilà. Je reviens à vous, docteur Simeon Cussi. Nous allons prendre le chemin de l'Italie. Vous savez, l'Italie aujourd'hui, c'est plus de 11 000 morts. Il nous attend déjà le docteur Teda Donald. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Voilà, vous êtes le président de Medical Experience. Vous êtes en spécialisation en traumatologie, hôpital Spedali Tivili di Brescia. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est bien cela? Oui. C'est bien ça. Alors, j'ai effectivement une spécialisation à l'hôpital Tivili di Brescia, qui est effectivement un des plus grands hôpitaux non seulement de l'Italie, mais de l'Europe, en termes de dimensions. Alors, vous accueillez les malades, les patients du Covid-19? Oui, bien évidemment. Comment ça se passe dans l'unité traumatologie? Comment ça se passe dans l'unité traumatologie? Alors, en particulier dans l'unité traumatologie, nous sommes concernés d'une façon directe par cette pandémie. D'une part parce que au niveau de la région, il y a eu toute une réorganisation de la traumatologie parce que ils ont fait un modèle dans lequel toutes les spécialités qui ne concernent pas directement la gestion des patients Covid ont été, centralisées. C'est-à-dire, dans toute la région, il n'y a que 2 centres qui s'occupent de la traumatologie actuellement.
Et disons, la plupart des autres centres ont été dédiés entièrement à la gestion des patients disons, qui ont le Covid. Dans notre contexte, les unités de traumatologie sont divisées, sont séparées, c'est-à-dire qu'il y a des parcours spécifiques pour les patients positifs et il y a des parcours spécifiques pour les patients négatifs. Ça, c'est quelque chose d'indispensable sur lequel j'insiste parce que il faut dès à présent créer ce genre de parcours dans les centres hospitaliers, également chez nous, si ce n'est pas déjà le cas. Sinon, les hôpitaux risquent de devenir pratiquement des centres de contamination parce que effectivement, le nombre de patients, que ce soit les patients, que ce soit le personnel sanitaire, ça risque d'être un endroit, un lieu où quelqu'un peut entrer étant négatif, mais il sort ayant contracté la maladie. Donc, il y a tout un parcours différent en fonction de la positivité ou non du patient à cette pathologie. Ok. Docteur Teda, ce matin au réveil, on avait les chiffres. 11 000 morts en Italie, 833 en 24 heures. Tous ces chiffres-là, ça traumatise? Comment vous vivez avec ces chiffres? Comment vous vivez avec ces chiffres-là? Oui, c'est une situation assez difficile. C'est une situation assez difficile parce que non seulement ce qu'on suit, ce qu'on écoute aux médias, c'est quelque chose, mais la réalité sur le terrain est encore plus terrifiante parce que je dis bien, il faut se rappeler que ces chiffres, il faut les voir à la hausse parce que, disons que ça tient compte des patients qui ont effectivement été testés. Mais la réalité, c'est qu'il y a une partie des patients qui ne sont pas testés, d'une part parce qu'ils sont gérés à domicile, c'est-à-dire ils présentent les symptômes, mais ils sont maintenus à domicile, et donc ils ne rentrent pas directement dans le décompte des personnes positives. Donc il faut tenir compte de ça. Donc ça fait que non seulement il y a une autre partie des personnes qui malheureusement peut-être décèdent ayant déjà la pathologie, mais disons ne rentrent pas dans les chiffres officiels. Donc déjà, ça c'est la première chose qu'il faut dire. L'autre chose, c'est que déjà l'Italie a mis sur pied des mesures de quarantaine, de confinement assez strictes. Je dois dire peut-être avec un peu de retard. Et c'est pour ça que je pense que déjà chez nous, il faudrait qu'on sensibilise énormément, je dis bien énormément la population à prendre conscience que c'est une situation qu'il faut prendre au sérieux parce que malheureusement l'ennemi est invisible et ça peut porter à une certaine négligence, à une certaine, on va dire, à minimiser un peu la situation. Malheureusement, c'est ce qu'il y a eu un peu au départ dans le contexte italien, d'une part par rapport au gouvernement et d'autre part surtout par rapport à la population. Parce que, il faut le dire, la population, et ça veut dire chacun de nous, donc ça a un rôle à jouer dans la gestion de cette situation parce que je vais prendre l'expression utilisée par un de mes mentors qui dit dans ce contexte, si on est dans un contexte où votre santé dépend des autres et la santé des autres dépend de la vôtre, alors ça signifie chacun de nous malheureusement pourrait être un porteur sain de la maladie. Donc les mesures doivent être appliquées au niveau personnel. Donc chacun doit se responsabiliser pour éviter la transmission de cette maladie. Initialement, il y a eu une certaine panique au niveau de la population italienne, mais au fur et à mesure, tout le monde est rentré, dans les mesures qui ont été mises sur pied par l'organisation, par le gouvernement. Et il y a une gestion autant du point de vue sanitaire que du point de vue économique. Ça veut dire les mesures de confinement depuis quelques jours sont associées à des mesures économiques. Et c'est quelque chose dont il faut vraiment tenir compte chez nous, chez nous au Cameroun, d'autant plus vu le travail, le type de travail que la majorité de la population exerce, qui est un travail surtout de type qui dépend entièrement du gagne-pain journalier. Donc ça fait que les mesures de confinement doivent être forcément associées à des mesures économiques. Ça c'est inévitable. Okay. C'est-à-dire dans des communes, pour les communes, l'Italie pratiquement le gouvernement italien a dédié pratiquement 400 millions d'euros, ce qui permet de soutenir avec les besoins les vivres de première nécessité les familles, disons, les plus démunies. Donc ça sont les ça c'est par exemple quelque chose qu'ils ont appliqué, qui est en application depuis quelques jours.
Disons que du point de vue sanitaire, comme je disais, puis il y a déjà eu cette réorganisation là au niveau de la région. Ça veut dire, parce que je rappelle bien que la Lombardie, qui est la région dans laquelle Gerzers est, disons, est effectivement la région où il y a pratiquement la moitié des cas au niveau, disons, au niveau italien. Donc pratiquement, c'est une région où il y a énormément de cas. Et dès lors, ils se sont réorganisés. Donc il y a des centres qui ont été dédiés subitement, dès le début, uniquement à la gestion de ces cas-là. Toutes les activités non urgentes ont été tout simplement annulées. Et effectivement, les patients alors sont gérés autant au niveau, disons, du centre hospitalier, mais également, on va dire, sur le territoire, dans le sens où les patients qui ne présentent pas des symptômes graves, c'est-à-dire des symptômes d'insuffisance respiratoire grave ou d'autres symptômes, sont maintenus en isolement à domicile, et les contacts familiers autres sont directement retracés et si possible, ils sont soumis également au test. Alors, pour les patients qui présentent des symptômes graves, une insuffisance respiratoire grave, ils sont hospitalisés. Et disons, au niveau de l'hôpital également, il y a des unités où il y a des patients qui sont en général stables, qui ont les symptômes, mais disons qui ne présentent pas disons, des caractéristiques graves d'insuffisance respiratoire grave. Maintenant, il y a les unités de thérapie intensive où il y a des patients qui sont les plus, disons, qui ont des tableaux cliniques assez délicats, qui sont justement les plus graves, quoi. Donc, grosso modo, ça, c'est la distribution qu'il y a. Donc, ça fait qu'il y a effectivement déjà au niveau du territoire une task force qui est composée de médecins, d'infirmiers et de secouristes qui s'occupent de la gestion des cas. Ça, c'est une mesure particulière que la Lombardie est en train d'appliquer. Bon, ce n'est pas peut-être le cas encore dans d'autres régions, mais ça veut dire qu'il y a cette unité-là qui s'occupe de gérer à domicile les cas positifs, d'une part pour éviter la surcharge des hôpitaux, qui, bien évidemment, sont déjà qui sont déjà pleins. Voilà. Et il n'y a pratiquement plus de place. Voilà. Et justement, pour éviter d'arriver, disons, à des tableaux cliniques plus graves, quoi. Je ne sais pas ça. Voilà, merci, docteur Teda. On revient à vous. Docteur Kouissu, vous suivez cette actualité de près, vous voyez ce qui se passe autour de nous, vous voyez ce qui se passe en Europe. Est-ce que lorsque vous regardez ce qui est fait au Cameroun, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça me fait peur. Ça vous fait peur? Oui, ça me fait peur, sincèrement. On a pris 13 mesures, on a pris un ensemble de mesures. Oui, mais on constate que c'est les Camerounais eux-mêmes qui piétinent, on va le dire comme ça, ces mesures. Je ne voudrais pas créer la panique chez les gens, mais il faut quand même voir quelque chose. Les mesures sont bonnes. Mais c'est difficile de les appliquer, les 13 mesures. On vous dit, restez confinés à la maison. D'accord, c'est bien. Si vous avez une maison de 2 pièces dans laquelle vous êtes 10, le confinement, il est tout à fait aléatoire. Si j'ai une grande maison dans laquelle il y a ma femme et moi, qu'on a 4 pièces, c'est pas un problème. On n'a pas encore parlé de confinement. Hein. Non, les 13 mesures, il y a le confinement dedans. Non, restez chez vous. Les enfants, oui. Ah oui, si vous voulez, oui, disons. Les cours sont arrêtés. On a limité pas plus de 50 personnes. Oui, mais regardez, les enfants qui ne vont pas à l'école. Oui. Certains, la plupart, ils sont à la maison, mais beaucoup sont dehors. Voilà. Ils vont jouer au football, ils vont vendre leurs bonbons dans la rue. Les parents ne sont pas là. Certains parents ne haussent pas le ton. Donc, ces mesures sont bien, mais il faut qu'elles soient appliquées. Et j'ai un peu peur, moi, que ce désordre... Bon, c'est la faute de nous tous. Hein. Oui. C'est la faute des personnes. Moi, je vois des gens qui se comportent comme s'il n'y avait rien du tout au Cameroun. Hein. Vous êtes barman, on vous dit fermez le bar. On peut discuter sur le bien fondé de la mesure, mais c'est pas ça le problème. Le problème, on a dit fermez les bars. Vous fermez le bar, et vos amis et vous êtes dans le bar en train de boire. Ça sert à rien. C'est que vous, comme barman, n'avez pas compris l'importance de cette mesure-là. Hein. C'est ça le problème. Donc, il y a les populations qui ne comprennent pas, soit parce qu'ils sont indisciplinés, soit parce que réellement ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment expliquer au roi de terre, aux gens, de quoi il s'agit. Et puis, il y a le pouvoir public aussi, qui ont le rôle non seulement de dicter les mesures, mais aussi de veiller à leur application.
C'est ça le problème, on est tous responsables dans cette affaire. Okay. Il faut bien comprendre les médecins dans cette affaire. Les médecins, ils interviennent en bout de course. Oui. Les médecins? Oui. En bout? Ben oui, c'est quand vous êtes déjà malade, gravement, qu'on vient voir le médecin. Oui. Mais tout s'est joué avant. La contamination, la prévention, tout s'est joué avant. Vous avez vu chez le médecin quand c'est déjà trop tard. Vous êtes étouffé, vous n'avez pas d'oxygène. Le pauvre médecin n'a même pas l'appareil pour vous donner l'oxygène. Donc le médecin intervient en bout de course. Ok. Voilà. Voilà, nous prenons la direction de la France, en Champagne-Ardenne, où nous attend le docteur Kameni. Il est là. Une fois de plus, docteur, bonsoir. Dites-nous, comment vous gérez ce flux-là? On voit des images qui nous viennent de France. Comment vous gérez le flux de patients chez vous? Alors, Serge Alain, ce que je veux dire, en ce qui concerne cette pathologie, il faut savoir que nous sommes habitués à voir des cas graves. Et on se demande, comment est-ce qu'une pneumonie peut partir? Comment est-ce qu'un patient peut partir d'une simple pneumonie à se retrouver à la réanimation et presque à la mort? Et c'est simple. C'est parce que ce patient, il n'a pas d'oxygène. Vous voyez, l'organisme, normalement, il est fait pour vivre avec l'oxygène. Puisque à partir du moment où le virus entre dans votre poumon, il va se loger dans une cellule de votre alvéole. L'alvéole, c'est l'unité fonctionnelle du poumon. Donc, cet oxygène qui devrait traverser normalement l'alvéole, entrer dans le sang, ne peut plus traverser parce que la paroi de l'alvéole et la paroi du capillaire sanguin est endommagée. Et du coup, le patient, il se retrouve en asphyxie. Il n'a pas d'oxygène. À ce moment, il faut lui donner de l'oxygène. Mais le cœur, à ce moment, va chercher à compenser ce manque d'oxygène en augmentant sa fréquence cardiaque. Donc, le cœur va battre plus fort, plus rapidement, mais ce n'est pas efficace parce que l'organisme a besoin de cet oxygène qu'il n'arrive pas à avoir. Donc, vous avez un patient qui a une défaillance respiratoire qui va se traduire en une défaillance cardiaque parce que le cœur qui bat rapidement n'a pas le temps de se remplir pour être efficace dans la phase systolique quand il va pousser du sang. Et du coup, vous aurez une hypotension. La tension sera basse. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que si la tension est basse, les reins qui sont débutés à filtrer le sang ne reçoivent plus ce sang. Et du coup, nous avons une défaillance, une autre défaillance d'organes. C'est-à-dire que vous avez un patient qui a une défaillance respiratoire, une défaillance cardiaque et une défaillance rénale. Donc on se retrouve avec un patient qui a une défaillance multi-organique et qui a besoin d'être soutenu. Il n'aura plus besoin de l'oxygène, de la simple oxygène, mais il aura besoin d'une assistance respiratoire. À ce moment, nous intervenons, parce que nous intervenons sur un patient qui est en gaspille, qui est en train de tirer, il n'arrive pas à respirer, il lui manque l'oxygène, il souffre, il suffoque, il vous regarde, vous regardez sa face, il a une faciès de la peur, cette sensation de mort imminente. Alors, nous l'amenons en réanimation pour le réanimer. Et la réanimation, ça se passe comment chez nous actuellement? Parce que ce patient, il a tellement souffert, il est conscient. La première chose que nous faisons, c'est de le mettre en coma pharmacologique. Donc, on va l'endormir et on va l'intuber. L'intuber, pour nous, c'est lui passer une sonde dans sa bouche qui va rentrer dans la trachée et cette sonde sera connectée à un respirateur mécanique qui va respirer pour lui de façon physiologique. Parce que c'est nous qui allons mettre la valeur du volume courant et à la fréquence que nous voulons. Une fois que ce patient est stabilisé, que nous l'avons techniqué, c'est-à-dire techniqué pour nous, c'est quoi? C'est lui mettre un cathéter veineux central. Donc on va lui mettre un cathéter dans une de ces grosses veines qui va peut-être au niveau de la jugulaire ou au niveau de la subclavière. Et ça va nous permettre, de faire des prélèvements de sang, de lui mettre des infusions, des transfusions, 3, de lui faire de l'alimentation, parce que ce patient sera alimenté, et ça peut même nous permettre de faire un monitorage hémodynamique invasif. Après le cathéter veineux central, on va lui mettre un cathéter artériel. Le cathéter artériel, ça va nous permettre à chaque battement de son cœur d'avoir une valeur fonctionnelle. Et en plus, ça va nous permettre de mesurer la quantité de sang
l'oxygène qu'il a dans son sang, parce que ça nous permet de mesurer les gaz du sang. Puisque nous lui donnons de l'oxygène qui va passer par ses poumons, et nous voulons être sûrs que cet oxygène arrive dans le sang et donc dans nos organes. Okay. Voilà. Okay. Une fois qu'on a fait ça, on va veiller à ce que ce patient ne soit pas pratiquement enfin, on va commencer le traitement antibiotique, antiviral. On va essayer de sonder sa vessie pour voir s'il continue à uriner. C'est beaucoup de travail, c'est trop lourd après. Donc, ce que je veux dire, c'est que le patient qui arrive en réanimation, c'est un patient qui est très lourd. C'est pour ça que pour nous, les pays sous-développés qui n'avons pas assez de plateaux techniques capables de recevoir ces patients graves, la chose fondamentale que nous devons faire, c'est d'empêcher les patients infectés de devenir graves. Et ça, c'est très, très important. Parce que c'est coûteux en termes de matériel, c'est coûteux en termes de personnel, c'est coûteux en termes de personnel qualifié et même de matériel. Parce que là, pour moi, pour intuber ce patient, je veux m'habiller de la tête aux pieds d'une façon très stérile. Et tout ça, c'est du matériel qui est usé une seule fois. Une fois, on va le jeter. L'oxygène qu'on met au patient, si vous prenez un patient en détresse respiratoire, vous devez lui mettre 2, 3 à 4 à 6 litres d'oxygène à la minute. À la minute. Et vous comprenez que ces 6 litres d'oxygène à la minute, 24 heures sur 24, pendant 14 jours, ça fait beaucoup de litres d'oxygène. Nous, on n'en a pas ça dans ces pays, dans notre pays. Donc, on va se battre. Notre lutte serait d'empêcher que les patients infectés ne soient graves. Il y a beaucoup de cas critiques. Ok. Donc, voilà. Voilà, on revient à vous. Il faut... nous n'avons pas le plateau technique capable de faire face à cette pandémie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir... Travailler en amont. Oui, voilà, il faut revenir sur Terre. Parce que c'est quand même établi que... il n'y a qu'environ 2% des patients qui vont s'aggraver. Oui. Donc, il faut revenir sur Terre, il faut empêcher. On dit le bon sens populaire, hein, c'est vaut mieux prévenir que guérir. Et dans le cas du Covid-19, c'est encore plus vrai. Il faut prévenir, il faut mettre tout l'accent sur la prévention. Quand les gens arrivent en bout de course, il n'y a plus grand-chose à faire. On peut les sauver. Quand certains ont la chance d'être sauvés, même dans les séries d'animation les plus pointues, on va les perdre. Et tout ce qu'on sait au début de la maladie, c'est que on n'a aucun moyen pour prévoir ceux qui vont s'aggraver. Bon. On a quelques indications. On sait que les personnes qui ont plus de 75 ans, les personnes qui ont un diabète, une cirrhose du foie, les personnes qui ont une bronchopathie chronique obstructive, maladie due aux cigarettes, sont des potentiels candidats à l'aggravation et peut-être au décès. Donc, quand vous avez des patients comme ça dès le début, vous savez qu'ils risquent de s'aggraver. Donc, il faut les soigner tout de suite. Donc, si on avait un médicament, puisqu'on parle de chloroquine et d'autres, on va en revenir, si vous permettez. Oui, si vous avez un médicament, c'est pas quand ils sont en réanimation qu'il faut donner, c'est là, au début, tout de suite, qu'il faut donner ces médicaments-là. Donc, les mesures de prévention sont l'essentiel dans la prise en charge de cette pandémie. Prévention, prévention, prévention. On reviendra dessus, je suppose, pour reparler de ça, expliquer aux gens l'importance et les méthodes, les modalités de la prévention. Vous n'avez pas terminé avec votre circuit de contamination? Pas tout à fait. Oui. On en était au stade où le malade a touché la table, la surface, il a touché sa figure et le virus est entré. À partir de ce moment-là, le virus va descendre du nez, de la gorge, à la faveur de l'humidité qui tapisse les bronches, jusqu'au fond du poumon. Et là, au fond du poumon, comme disait mon confrère, les virus vont provoquer des dégâts. Ils vont entrer dans les cellules du poumon profond et provoquer des dégâts qui vont faire que, ils commencent à tousser. Ils commencent à tousser, mais c'est surtout que vous avez difficulté à respirer. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, vous manquez d'oxygène. Ça, deux choses importantes. Il va tousser, mais la toux, en fait, n'est que le signe que quelque chose ne va pas.
Ce qui est grave, c'est que vous ne pouvez pas... vous avez du mal à respirer, vous avez une oppression thoracique, et vous manquez d'oxygène. Voilà les deux choses importantes que vous allez avoir. Et à partir de ce moment-là, les choses peuvent s'aggraver de façon rapide et fatale. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà le cercle de la transition. Bon, ce malade va ensuite, lui, faire ce que celui qui l'a contaminé avait fait. Il va tousser, il va contaminer une surface, et c'est un cercle vicieux. Oui. Et à chaque fois, on en attrape 10, 20, 30, 100 malades, ça retourne, on prend encore 1000 autres. C'est pour ça que le 10 mars, le Premier ministre annonce 10 malades de Covid au Cameroun. Oui. Et non, je crois que c'était le 17 mars. Voilà. Et le 25 mars, nous sommes déjà à la cinquantaine, comme ça. Et aujourd'hui, on est au 29 mars, on est à 100. Regardez la vitesse de croissance. C'est la croissance qu'on dit exponentielle. C'est réel. C'est dû au mode de contamination, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous voulez, on pourra revenir sur les différentes étapes de cette transmission pour voir comment on peut agir à chaque étape de la transmission. Ok. Oui. Voilà, il est là, il est toujours là. Rapidement, quelques secondes, le professeur Kameni, quelques secondes. Vous dites que lorsqu'un malade arrive chez vous, est-ce que vous, très souvent, est-ce que vous culpabilisez de ne pas pouvoir réanimer ces personnes-là? Alors, dans mon centre, nous avons eu la chance d'avoir connu déjà avant le problème en Chine, le problème en Italie, et justement, quand c'est arrivé en France, ça a commencé à Mulhouse et en Alsace. C'est-à-dire que ça nous a sonné, pour nous c'était une sonnette d'alarme, ça nous a permis de nous préparer en conséquence. Nous nous sommes préparés énormément, c'est-à-dire qu'on avait 25 lits de réa, aujourd'hui on en est à 50 lits de réa, et on est à 42 places occupées. Ok. On revient. Les informations qui nous viennent de Mulhouse. Ok, on revient après le journal, docteur Kameni. Le temps d'aller rencontrer Cédric Doufélé qui est déjà là. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, le ministre de la Santé publique annonce la création d'un fonds de solidarité. Annonce faite par le ministre de la Santé publique, une initiative, dit-il, du président de la République du Cameroun, un fonds de solidarité qui doit être opérationnel dans les tout prochains jours. Nous ferons également le point sur les nouveaux axes de riposte du gouvernement qui compte mobiliser les logements sociaux construits à Olembe pour la mise en quarantaine et le confinement de nouveaux cas positifs enregistrés dans la cité et capitale. Pendant ce temps, les Camerounais s'interrogent encore sur les mesures d'accompagnement inexistantes au moment où de nombreux pays africains ont pris ces mesures sociales et économiques pour accompagner un confinement partiel ou total dans les pays voisins. Qu'attend le Cameroun? Quels sont les axes de cette riposte? Peuvent-ils, à travers cette stratégie, enrayer la pandémie de coronavirus? Nous ferons le point dans le journal de 20h et vous verrez la difficulté que rencontre la France à pouvoir rapatrier ses ressortissants qui sont encore à Douala et à Yaoundé et qui souhaitent retourner en France. Il y a un vol affrété dans la nuit de lundi à ce mardi, un vol Air France, et de nombreux voyageurs ont exprimé leur ras-le-bol devant les installations de la compagnie Air France à Douala. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et ce traitement à base de chloroquine, le Cameroun va-t-il l'adopter au moment où une dizaine de cas ont retrouvé la santé, selon le ministre de la Santé publique? Nous en parlerons dans le journal de 20h. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal en français de Cédric Doufélé. Ce sera pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Nous serons toujours sur 3 continents, madame, monsieur. Tout à l'heure, le 20h de Cédric Doufélé. Vous protéger et protéger les autres du corps.